Entourée par des maisons au charme typique, la place du village de Saint-Sornin abrite en son centre un joyau de l'art roman, l'église Saint-Saturnin. Cette église romane du XIIe siècle, classée monument historique depuis 1923, fut remaniée au cours du XIVe et du XVIe siècle. Plusieurs chapiteaux sont habillés par des fresques du XVIIe siècle, représentant, entre autres, une Vierge à l'Enfant et des personnages impudiques. La coupole octogonale sur trompe couvre le carré du transept. On ne peut quitter Saint-Sornin sans se rendre impérativement sur le site de la tour de Brou. Du haut d'un éperon rocheux dominant de 27 mètres le marais de Brouage, le panorama du site de Brou s'étend à perte de vue. Ancien golfe marin que le temps a progressivement comblé, le golfe de Saintonge est aujourd'hui une véritable mosaïque de prairies, de canaux et de fossés. Le donjon de Brou est l'une des plus vieilles tours féodales datées en France. Sa construction remonte au XIe siècle. Aujourd'hui, les ruines du donjon quadrangulaire laissent deviner les 4 niveaux d'autrefois. Au XVIe siècle, devant le recul du rivage dû à l'envasement, la construction d'une ville et d'un port plus près de la mer fut décidée. Brouage était né. Brou contemple Brouage, sa rivale d'autrefois, aujourd'hui toutes deux orphelines de la mer. En se dirigeant vers Marennes, se dresse Saint-Just. Ses maisons rassemblées autour de son église lui donnent l'allure d'une petite ville. Le principal attrait de Saint-Just est justement son église du XIIe siècle, au clocher inachevé. La construction de cette vaste église, à 3 nefs et transepts saillants, entièrement de style gothique flamboyant, a dû commencer par le mur du collatéral de droite, dont les colonnettes sont pourvues de fins chapiteaux à feuillage. Le porche fut ajouté au XVIe siècle. Il devait être la base d'un puissant clocher du type de celui de Marennes. Son avancée triangulaire est unique en Saintonge. Les 3 contreforts sud de la nef sont si élevés qu'on peut se demander s'il n'était pas envisagé d'étayer cette nef de 12 mètres de haut par des arcs-boutants. Les voûtes de celle-ci ont été reprises au XIXe siècle. L'intérieur de cette église révèle également une belle rampe de communion en fer forgé du XVIIIe siècle. Battus par les vents salés de l'océan, les remparts de Brouage, empanachés d'ormeaux vénérables, apparaissent de la brume à la surface du marais. Souvenirs de richesse, de guerre et d'amour planent sur Brouage livré au silence. Fondé vers 1555 par le sire de Pont sur un ancien dépôt de l'Est laissé par les marines fréquentant depuis 1000 ans le golfe de Saintonge. Jacopolis sur Brouage fut d'abord port de commerce expédiant le sel recueilli dans les marais salants voisins. Riche et prospère, la ville devient un enjeu stratégique
tels que protestants et catholiques se la disputent jusqu'à ce que Louis XIII décide de l'incorporer à son propre domaine. Devenu Brouage, on lui assigne comme gouverneur Jean Arnaud de Plessis, cardinal de Richelieu. Le cardinal de Richelieu charge l'ingénieur Picard Pierre d'Argencourt d'en construire les fortifications. De 1630 à 1640, les remparts de Brouage voient le jour. Dessinant un carré de 400 mètres de côté, ils sont défendus par 7 bastions, eux-mêmes munis d'échauguettes en encorbellement, d'une grâce délicate. Les murs hauts de 13 mètres sont surmontés d'un parapet de briques percé de canonnières. 2 portes s'y ouvraient, la porte royale au nord et la porte de Marennes au sud. Au terme de ces 10 ans de travaux, la citadelle de Brouage peut entretenir une garnison de 6000 hommes et constitue la plus forte place de la côte atlantique. Mais Brouage est aussi la patrie de Samuel Champlain, navigateur aux ordres du roi Henri IV qui colonisa une partie du Canada et fondateur de Québec au XVIIe siècle. C'est là aussi que Marie Mancini, nièce de Mazarin, fut envoyée loin de la cour de Louis XIV pour raison d'État. Mazarin s'opposant à leur mariage, car le cardinal désire sceller la paix avec l'Espagne par un mariage du roi avec l'infante Marie-Thérèse. Durant 4 mois, Marie Mancini va cacher son chagrin à Brouage, dont son oncle est gouverneur. Et l'idylle va s'achever malgré lui, malgré elle. À la mort de Richelieu, la ville perd de son lustre et Vauban diminue l'importance des fortifications. La Révolution l'utilise comme prison.
Puis, peu à peu, la ville s'endort, oubliée par la mer au cœur des marais. Sur la place Chasseloup-Laubat, centre de Marennes, s'élève la statue de Justin de Chasseloup-Laubat, ministre de la Marine de Napoléon III. L'église Saint-Pierre de Salles, fondée en 1047, puis reconstruite au XIVe et XVe siècle, est de type gothique anglais. Sa tour carrée, soutenue par des contreforts d'angle, est terminée par une flèche à crochet culminant à 85 mètres. Elle se voit de très loin et servait d'amer pour la navigation. Abrité à l'intérieur de la ville, bordé de végétation, le port de plaisance héberge toute l'année, en grande sécurité, la flotte des plaisanciers. On y accède par un long chenal de plusieurs kilomètres dont l'embouchure se trouve sur les rives de la Seudre. Le chenal de la Cayenne est bordé d'une multitude d'exploitations ostréicoles aux cabanes typiques et multicolores. En effet, jadis, île du golfe de Saintonge, Marennes est aujourd'hui la capitale de l'huître verte de renommée mondiale. Après l'abandon des marais salants, Marennes initia la culture de l'huître qui prend ici une belle couleur verte grâce à la présence de la navicule bleue. L'huître, originelle du bassin Marennes-Oléron, est une huître plate jusqu'au milieu du XIXe siècle. En 1920, une maladie fit disparaître tous les gisements de cette espèce. Le 14 mai 1868, un petit cargo, le Morlaisien, chargé d'huîtres creuses portugaises à destination de la Grande-Bretagne, est obligé de relâcher suite à une tempête dans l'embouchure de la Gironde. Cette escale prolongée oblige le commandant Patoiseau à jeter à la mer sa cargaison. Les huîtres survivantes se fixèrent et se multiplièrent de façon étonnante sur toute la côte de la Charente-Maritime. Ces huîtres exceptionnelles ont autant de caractère que les paysages qui les entourent et leur saveur a un secret, l'affinage en clair. La claire est unique, c'est elle qui achève la transformation de l'huître et la rend si exceptionnelle en lui apportant sa couleur verte et son goût subtil. Autre spécialité culinaire de la région, l'éclate de moule. Pour réaliser celle-ci, il faut disposer les moules sur une planche de bois épaisse, en partant du centre, couchées de champ, flanc contre flanc, bien serrées les unes contre les autres. Après cette délicate préparation,
on recouvre l'ensemble des moules de sarments de vigne ou d'aiguilles de pin que l'on enflamme et que l'on laisse consumer. Ensuite, à l'aide d'un éventail, on retire les cendres. Il ne reste plus qu'à déguster ce délicieux plat. Le port ostréicole de la Cayenne et ses pittoresques cabanes, sur la rive droite de la Seudre, en bordure de l'estuaire, fut d'abord un port de commerce exportant le sel, le vin et les produits artisanaux. Il fut également, jusqu'à la construction du pont de la Seudre, l'embarcadère du Bac reliant Marennes à la Tremblade sur la rive gauche de la Seudre. Marennes est également une station balnéaire en plein développement, grâce notamment à la rénovation du front de mer de Marennes-Plage et à la création d'un plan d'eau de 7 hectares permettant de pouvoir se baigner à toute heure sans contrainte de marée. On ne peut quitter Marennes sans visiter le château de la Gataudière. Joyau de la Saintonge, classé monument historique, le château de la Gataudière doit son nom au marégat. Construit par François Fresneau, père du caoutchouc, vers 1749. Vous y découvrirez ses descendants. Le marquis de Chasseloup-Laubat, général en chef du génie de la Grande Armée de Napoléon Ier. Son fils, Justin de Chasseloup-Laubat, dont la statue orne la place centrale de Marennes, qui était ministre de la Marine et des colonies de Napoléon III. Vous serez accueillis au château par son Altesse, le prince Murat de Chasseloup-Laubat, descendant direct de la famille impériale des Bonaparte et du roi de Naples. Dans les différents bâtiments annexes de la propriété, on peut notamment visiter un petit musée de la marine qui contient de belles maquettes, aussi bien navales qu'architecturales. L'intérieur de la demeure révèle de magnifiques pièces, dont un salon d'honneur en pierre sculptée. Côté parc, la façade est ornée de motifs représentant les activités agricoles de la région. La vitiliculture, la saliculture et l'ostréiculture.
le très beau parc recèle une charmante chapelle privée. On y découvre également un vestige de l'époque carolingienne constitué par une borne cylindrique datant du IXe siècle. Village ostréicole, Bourcefranc-le-Chaput fait preuve d'un grand dynamisme. À marée basse, on découvre les parcs à huîtres à perte de vue. C'est depuis le port du Chaput que l'on peut accéder au fort Louvois, qui est relié au continent par une chaussée pavée de 440 mètres, recouverte à marée haute. À l'origine, le fort Chaput est le dernier maillon d'un programme de fortification marine visant à protéger l'accès sud de la citadelle de Brouage et plus tard l'arsenal de Rochefort. Il devait également servir de protection pour le pertuis de l'île d'Oléron. C'est sous Louvois, un siècle avant la construction de Fort Boyard, que Ferry, ministre de Louis XIV, en 1691, commence la construction du fort Louvois. Repris en main par Vauban, le gros œuvre est terminé en 1694. Le Chaput, autrefois lieu de départ et d'arrivée des bateaux qui relient l'île au continent, offre de ses quais une belle vue sur le pont de l'île d'Oléron. Oléron est la plus grande des îles françaises après la Corse. Elle est reliée au continent depuis 1966 par un pont-viaduc de 3 km. Construit en béton, il repose sur 45 piles. Ses travées centrales, d'une portée de 79 mètres, s'élèvent à 23 mètres au-dessus des plus hautes mers. Au château d'Oléron, il y a la mer, la plage, le port, des cabanes multicolores, une flottille ostréicole et la citadelle. La ville vous ouvre ses portes avec son agréable petite place d'armes, sa fontaine Renaissance soulignée par 4 colonnes torsadées et son marché couvert quotidien.
En 1660, la construction du port de Rochefort amena Louis XIV à créer la ceinture de feu pour protéger l'embouchure de la Charente. Après la reddition de La Rochelle, Richelieu décide la construction de la citadelle. Celle-ci débute en 1630. Elle est confiée à Pierre d'Argencourt, qui était aussi l'architecte de la citadelle de Brouage. Des paysans sont amenés de force sur ce chantier qui va durer 17 ans. Renforcée suivant les plans de Vauban, à la fin du XVIIe siècle, la citadelle acquit son aspect actuel. En fait, elle ne fut jamais menacée. Sous la Révolution, elle reçut de nombreux déportés laïcs et religieux. Elle servit de lieu de détention pour les prisonniers allemands en 1870. Occupée lors de la dernière guerre mondiale, elle fut bombardée lors du débarquement des Alliés. Partie intégrante de Saint-Georges-d'Oléron, Boillarville a été la base de départ des matériaux et des hommes qui ont édifié le Fort Boyard. Ancienne station-école de torpilleurs, Boillarville possède un port de plaisance et de pêche à l'embouchure du chenal de la Pérotine. La plage de Boillarville offre un plan d'eau idéal pour la pratique des activités nautiques.
Elle est le point de départ pour les excursions en mer vers l'île d'Aix et Fort Boyard. Situé entre Aix et Oléron, Fort Boyard est établi sur un banc de sable et de rocs du même nom. Imaginé par Vauban au XVIIe siècle, afin de garder l'embouchure de la Charente et du port de Rochefort des navires anglais, sa construction démarre en 1803. Elle ne sera achevée qu'en 1859 sous Napoléon III. En effet, le chantier fut très difficile. La main-d'œuvre a manqué et les travaux étaient fragilisés par les tempêtes. À sa construction, Fort Boyard était considéré comme un précurseur des fortifications modernes. Mais sa réalisation prit tellement de temps que lorsqu'il fut terminé, l'ouvrage n'avait plus de raison d'être. En 1871, il devint la prison de nombreux communards avant leur jugement et leur déportation vers la Nouvelle-Calédonie. Puis il fut occupé pendant 40 ans par la marine. En 1913, son entretien est arrêté et il est déclassé. Acheté par un privé en 1962, il devra attendre 1989 pour acquérir une renommée internationale grâce au célèbre jeu télévisé qui porte son nom. La plage des Saumonards, longue de 8 km, est la façade sur mer de la dune que couvre une forêt de résineux de 450 hectares. Saint-Georges est la plus grande des communes de l'île et possède, avec ses deux façades maritimes, 15 km de plage bordées de forêts de pins. Sur la côte est, les bourgs de Sauzelles, Foulereau et le port de plaisance du Douai offrent de superbes vues sur le Fort Boyard. Au sein du bourg historique de Saint-Georges, on découvre une église romane du XIe siècle. Elle était alors fortifiée pour servir d'abri et de défense aux habitants contre les attaques des pirates. Au XIIe siècle, elle fut agrandie grâce aux dons d'Aliénor d'Aquitaine. Sur la place s'élèvent également de vieilles halles à toiture d'ardoise reposant sur des piliers de bois.
Commune située à l'extrême nord de l'île, Saint-Denis est une importante station balnéaire. Elle abrite également le plus important port de plaisance du pays Marennes-Oléron. Au cœur du village se dresse une église romane qui fut la propriété de l'abbaye aux Dames de Saintes en 1047. Son clocher date de la fin du XIXe siècle. Son portail roman est remarquable, ce qui lui vaut d'être classé monument historique. Suite à de nombreux naufrages, une lanterne s'avère nécessaire pour guider les bateaux dans le dangereux pertuis d'Antioche. En 1685, la première tour du phare de Chassiron est terminée. Elle se distingue des autres phares par 2 feux de bois à hauteur différente. En 1834 débute la construction du nouveau phare, celui que nous connaissons actuellement. L'architecture du phare de Chassiron est sobre. Elle est composée d'une rotonde, d'une tour avec 12 ouvertures et d'une plateforme surmontée d'une lanterne. Sa hauteur totale est de 46 mètres. À l'origine blanc, ce n'est qu'en 1926 que 3 bandes noires sont peintes pour le différencier du phare des Baleines de l'île de Ré. De nombreux éclairages se succèdent. Dans un premier temps, c'est un feu fixe qui est utilisé. Actuellement, c'est une lanterne circulaire de 48 glaces. Grâce à sa puissance de 250 watts, les faisceaux de la lanterne peuvent être visibles jusqu'à 52 km. Après avoir gravi les 224 marches qui composent l'escalier qui vous mène à la plateforme, un panorama magique et unique de 360 degrés permet de découvrir la pointe du bout du monde ainsi qu'une vue d'ensemble s'étendant de l'île de Ré à l'estuaire de la Gironde. Sur l'estran rocheux du nord de l'île, on peut découvrir, à marée basse,
ces constructions de pierres sèches en forme de fer à cheval que sont les écluses à poissons. L'écluse est fragile. Il n'en reste plus que 14 dans l'île, alors qu'elles étaient plus de 150 au début du siècle. Capitale de l'île d'Oléron, Saint-Pierre est située au centre de l'île. Son église, d'origine romane du XVIIe siècle, avec son clocher panoramique, domine de 40 mètres le niveau de la mer. Elle servait d'amer aux marins. La lanterne des morts, haute de 25 mètres, d'origine gothique, a été érigée à la fin du XIIe siècle. Le lanternon brûlait en permanence et sa flamme avait une triple fonction. Hommage aux morts, avertissement aux vivants et point de repère pour les voyageurs. Le château de Bonnemie, inscrit à l'inventaire des monuments historiques, ne se visite pas. Seule l'architecture extérieure du bâtiment peut être admirée depuis son parc. Bien que rien ne prédisposait la côte sauvage d'Oléron à abriter un port de pêche, la volonté des hommes a permis de conquérir le site de la Cotinière au XIXe siècle. Au lieu de la tradition, par sa pêche d'espèces nobles, sols, bar, langoustines, merlus et autres, le port de la Cotinière est le premier en valeur de la Charente-Maritime. Il est également le premier port crevettier de France. 75 bateaux y travaillent toute l'année. Port très animé, à la fois par sa criée et par son animation touristique, la Cotinière est également un agréable lieu de séjour. Sur la commune de Dolusse-d'Oléron, au lieu-dit La Péroche, s'élève un vieux prieuré datant du XIe siècle. Celui-ci fut saccagé une première fois en 1548 lors de la révolte des Sauniers contre la Gabelle, puis à nouveau pendant les guerres de religion. Entièrement restauré, il ne peut malheureusement être admiré que de l'extérieur. À Dolusse, au cœur de l'île, il faut nécessairement visiter le marais aux oiseaux. Ce parc animalier, géré par une association, abrite sur une propriété de 30 hectares de bois et de marais, à la fois faune sauvage et domestique.
Les principales espèces représentées sont, comme l'indique son nom, des oiseaux d'eau ou assimilés, canards, oies, cygnes, mais également cormorans, fous, goélands. Depuis l'observatoire ou de la volière, on peut aussi admirer de grands échassiers comme des hérons, des aigrettes ou des cigognes. D'autres volières, plus petites, abritent des rapaces diurnes et nocturnes, hiboux, chouettes, buses. Au détour des allées, il n'est pas rare de croiser d'autres espèces comme des tortues, des ragondins ou bien des pélicans. Situé sur la commune de Grand Village, le port des Salines est à la fois un espace de loisirs et de découverte. En effet, il fait revivre la tradition du sel en Oléron. La réalisation de ce marais salon a nécessité 2 ans de travaux. Les saulniers de Guérande y ont apporté leur concours. Aujourd'hui, les Salines récoltent chaque année, de manière traditionnelle, le sel d'Oléron qui est ensuite vendu sur place.
À l'extrémité sud de l'île, entre l'océan et le Kourou, protégée des tempêtes du Ponant par les dunes et les forêts, s'abrite Saint-Trojan. Vaste et profonde, 200 hectares, la forêt couvre les dunes, dont certaines atteignent plus de 30 mètres. Un petit train touristique, au tracé de 6,5 km, traverse la forêt et rejoint la plage. Saint-Trojan, station balnéaire et climatique, possède également un charmant petit port. C'est ici que se termine notre visite en pays Marraine-Oléron.